Quand j'étais enfant, je savais sans aucun doute qu'un jour, je travaillerais dans le cinéma. Puis j'ai vieilli. Le ridicule de la pensée me semblait évident. Mais Jim Carrey a un jour dit « Vous pouvez échouer en faisant quelque chose que vous n'aimez pas, alors autant tenter de faire quelque chose que vous aimez. » Ces paroles, je les entends chaque matin en me réveillant. Alors je vous tends la main. Visez l'impossible avec moi. Je m'appelle Cédric. Bienvenue au Fringe Show. Paul Rudd, Judd Apatow, Michael Pena. Paul Rudd, Judd Apatow, Michael Pena. Paul Rudd, Judd Apatow, Michael Pena. Salut tout le monde, bienvenue au Fringe Show. Pourquoi je répétais et répétais 3 noms que j'ai dit dans la première émission? On m'a fait une remarque, et d'ailleurs j'invite tout le monde à me faire des commentaires quand c'est constructif comme celui-là. C'est sûr, si je reçois des commentaires sur des choix artistiques, je peux pas promettre de changer, je prends tout en considération par contre. Mais quand ça concerne la qualité de l'émission, tout est toujours le bienvenu, le but étant d'aller vers le haut et non vers le bas. Et on m'a fait remarquer, justement, j'ai mon oncle Mathieu, que j'aime beaucoup, qui m'a dit, qui m'a partagé ses appréciations sur l'émission, mais qui me disait, comme t'as dit toi-même, que t'allais parler de cinéma assez régulièrement, ce serait bon de prononcer les noms des acteurs correctement. Et il a entièrement raison, c'est un point même sur lequel j'accroche d'habitude. Puis la semaine passée, j'en ai massacré quelques-uns. Donc à partir de maintenant, les noms ne seront pas massacrés. Et si vous entendez quoi que ce soit qui vaut la peine d'être mentionné afin d'améliorer la qualité, ne vous gênez pas à m'envoyer un message privé. Donc, Paul Rudd, Judd Apatow et Michael Pena. Ceci étant dit, what the fuck is ASMR? ASMR, c'est un concept que sans le savoir, je connais depuis longtemps. Mais je savais pas que ça avait un nom. Et je savais pas non plus que j'étais pas le seul dans mon univers. Même s'il y a rien de surprenant là-dedans. ASMR est le sigle en anglais pour Autonomous Sensory Meridian Response, qu'on peut traduire par réponse automatique des méridiens sensoriels. Si je vous lis la définition de Wikipédia, voici ce que ça dit. Donc l'ASMR est un néologisme qui décrit une sensation distincte, agréable et non sexuelle de picotement ou frisson au niveau du crâne, du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps, en réponse à un stimulus visuel, auditif, olfactif ou cognitif. La nature et la classification scientifique du phénomène font l'objet de controverses. Donc, en gros, c'est quoi ça? C'est certains bruits ou certaines attentions qui font du bien. On va dire ça comme ça, qui font une sensation agréable, qui permettent de relaxer. C'est sûr que quand on l'a jamais vécu puis on n'a jamais entendu parler de ça, c'est bizarre, mais moi je vais vous dire dans le fond comment j'ai découvert ça. Ça commence à l'école. On remonte mon secondaire, je me rappelle, je me suis toujours pardon pour le bruit. Je me suis toujours bien débrouillé à l'école, mais pendant les examens, j'étais toujours un des derniers. Tu sais, quand ils disent bon, il reste 2 minutes, ok, c'est fini, ramenez-moi vos copies, puis que là dans les 6 qui restaient, tout le monde se lève, puis il te reste encore une phrase à écrire, là, puis un dernier mot, puis là la prof s'en vient vers toi, puis t'essaies d'accélérer ton mouvement de bras qui est déjà à vitesse maximale depuis une vingtaine de minutes. Mais il y avait une raison à ça, en tout cas une parmi tant d'autres, j'ai toujours été un peu lunatique, mais c'était justement l'ASMR. L'ASMR, c'est quand t'es dans une ambiance propice à ça, qui est souvent une ambiance tranquille, exemple dans une bibliothèque, salon de coiffure, peu importe, des endroits qui peuvent être tranquilles. Il y a certains bruits, puis ça peut changer d'une personne à l'autre, hein, il y a pas de barème précis, mais certains bruits qui te font relaxer, c'est aussi banal que ça. Et moi, le bruit de papier, ça a toujours été un trigger, comme ils disent en anglais, pour m'aider à relaxer. Donc c'est sûr que à la bibliothèque, quand tout le monde fouille dans les livres et cherche une information en tournant de pages assez rapidement, ou pendant un examen, quand on en recevait je sais pas moi, un examen de mathématiques qui comporte une quinzaine, vingtaine de pages, là t'entends tout le monde qui cherche dans les pages, qui cherche dans leur coffre à crayon, puis tout ça c'est des bruits
Surtout quand on considère que pendant un examen, l'ambiance dans une salle, c'est quand même assez tranquille, assez silencieux. C'est des bruits qui me font du bien, qui me permettent de relaxer. Il y en a qui vont écouter de la musique détente, ben moi c'est ce genre de bruit-là. Puis quand ça arrive pendant un examen, ben ça se pouvait très bien que pendant 25 minutes même des fois, les 25 premières minutes de l'examen, admettons sur 3 heures, que je faisais rien. Je faisais rien. Je réfléchissais quand même un peu à ce qui était devant moi, mais vraiment pas de façon accélérée, puis j'avais des frissons, ça me faisait du bien. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'ASMR. C'est au cours de mes années au secondaire, mais je savais pas que ça avait un nom. Il y a un moment donné, je pense que c'est en 2012 ou 2013, mais je crois que c'est 2012. J'ai cherché juste comme ça pour m'endormir là avec les écouteurs Newspaper Sounds, donc des bruits de journaux, de papier journaux. Et c'est là que j'ai vu, il y avait une vidéo Newspaper Sounds ASMR. En cliquant sur la vidéo sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait les lettres ASMR revenaient souvent, puis toutes les vidéos où il y avait ASMR, ça me semblait tout le temps être justement des vidéos où il y a certains bruits particuliers. Donc à force de fouiller, j'ai réalisé que c'était ça le phénomène. Et que je n'étais pas seul et qu'il y a une communauté assez impressionnante sur Internet, plus spécifiquement sur YouTube. Donc c'est ça. Et moi c'est pour ça que ça me fait rire quand je lis la nature et la classification scientifique du phénomène font l'objet de controverses. Simplement parce qu'on a juste à regarder la communauté YouTube. Il y a des scientifiques ou des gens qui doutent de la réalité de ce phénomène-là ou à quel point c'est crédible. Mais quand tu regardes le nombre de YouTubers qui ont des channels pour faire des vidéos d'ASMR et quand tu regardes les gens qui suivent, c'est encore plus impressionnant. Moi, je peux vous donner juste quelques exemples. Par exemple, mon préféré pour le moment, il s'appelle sur YouTube, si vous le cherchez, Ephemeral Rift. C'est un gars que je trouve qui a quand même beaucoup de créativité. Il fait des vidéos ASMR depuis 2012. Lui, si je l'ai devant moi, si on va voir sa page Ephemeral Rift, il y a 140 000 subscribers sur YouTube, donc 140 000 personnes inscrites à son channel. Et sur Patreon étant un site où les gens peuvent se faire financer par projet ou mensuellement par rapport à ce qu'ils créent, à leur création, il collecte auprès de 324 personnes 1367 $ par mois au moment où je vous parle. Ce qui est quand même pas rien. C'est sûr que on lâche pas notre job pour ça, mais c'est pas juste pour parler d'argent, c'est juste pour le principe que s'il y a 140 000 personnes qui le suivent puis qui écoutent régulièrement comme moi certaines de ses vidéos en se couchant le soir ou pour s'aider à relaxer, et que le gars, juste avec cette partie-là de sa vie, son channel YouTube, fait 1367 $ par mois, les doutes par rapport à la crédibilité de l'ASMR me font sourire, on va dire ça comme ça. Puis ça, c'est rien, là. Moi, j'aime lui pour sa créativité, puis son côté un peu geek, il aime les BD, les jeux vidéo, les films aussi, donc il y a beaucoup de choses que je retrouve dans ses vidéos qui, en plus du ASMR, viennent m'intéresser. Mais il y en a plein d'autres. J'ai remarqué que souvent, les femmes qui ont des channels YouTube ASMR ont plus, je vais généraliser, ont souvent plus de subscribers. Puis quand je regarde les commentaires, je sais qu'il y a beaucoup de gens, hommes comme femmes, qui préfèrent le chuchotement de la voix d'une femme plutôt qu'un homme, ou peu importe. Après ça, c'est des préférences personnelles. Mais c'est vrai, justement, j'ai oublié de le mentionner tantôt, le chuchotement. Dans une bibliothèque, les gens chuchotent, ça entre dans le ASMR, donc souvent les vidéos ASMR, les gens soit ne parlent pas fort, ou chuchotent. Donc si je vais en chercher un autre exemple, Heather Feder, qui a le même type de channel, mais qui fait ses propres créations, 2582,24 $ par mois, par 407 personnes sur Patreon. C'est quand même pas rien. C'est quand tu dis que juste tes créations personnelles te rapportent de quoi payer beaucoup de factures, c'est quand même impressionnant. Donc, mais pourquoi je parle de ça encore une fois, je le sais, je me répète, ce n'est pas pour parler d'argent en soi, mais pour montrer qu'il y a une grosse foule pour ça. Donc moi, la semaine passée, quand je vous disais que je m'étais équipé en équipement,
effectivement, Cédric, équipé en équipement. Bravo pour la logique. Mais bon, bref. Quand je me suis équipé avec une caméra, un micro, tout ça, j'ai pas spécifié. Autre, parler du channel de review de voiture de mon ami, pour lequel je vous invite d'ailleurs, dans l'éventualité où vous avez une voiture ou un véhicule que vous aimez bien et que vous aimeriez voir dans une de ses vidéos, à le contacter sur la page Facebook de son émission Honest Used Car Reviews. Donc bref, qu'est-ce que je disais, avec tout cet équipement-là, je n'ai pas spécifié qu'est-ce que je faisais. Je me suis parti, pour l'instant c'est pas encore gros, le but c'est d'aider les gens qui vivent qui expérimentent l'ASMR, de relaxer. Je me suis parti mon channel ASMR qui s'appelle Libramen ou Libramen ASMR, Libramen étant pour le signe astrologique, donc vous aurez deviné que je suis une balance. Au début, je m'étais fait un costume, je pensais juste me baser sur un personnage, mais finalement, j'ai décidé d'aller dans une autre voie. Mais bref, j'ai mon channel ASMR que j'essaie d'améliorer aussi, c'est sûr, puis d'ajouter un peu de créativité au fil du temps. Je vais mettre le lien dans la description YouTube du podcast, mais pour ceux qui l'écouteraient sur un autre médium, vous avez qu'à taper Libraman ASMR, Libraman espace ASMR sur YouTube et vous devriez me trouver. C'est un petit logo noir et or avec un signe, un logo que j'ai fait basé sur le signe astrologique de la balance. Donc c'est ça, en gros, ce que j'aime de l'ASMR. Ce que j'aime de la création ASMR, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Parce que c'est une des rares choses où l'important n'est pas tant le contenu, mais bien le contenant. On peut parler de n'importe quoi dans l'ASMR. Il y en a qui font des coupes de cheveux, des massages, peu importe, c'est un peu moins mon truc, mais il y en a qui font ça. Je peux, si je veux, montrer ma collection de livres, ma collection de bandes dessinées, montrer ma collection de films. Je peux faire des roleplays, inventer des petits scénarios dans lesquels je chuchote, puis tu trouves des objets, du matériel qui reproduisent certains bruits, qui déclenchent les phénomènes dans la nuque ou bref, qui aident à relaxer. Je peux vraiment faire n'importe quoi, des reviews de tout ce que je veux. À la limite, je pourrais prendre les reviews de voitures de mon ami, les remettre là, puis faire le même truc, mais en chuchotant, puis ça fonctionnerait. Tu sais. Il y a vraiment, il y a pas de sujet fixe, on parle de ce qu'on veut. L'important, c'est de créer certains bruits, ou certains, des fois, il y a des gens que c'est l'attention personnelle qui aiment à mélanger avec les bruits. Donc bref, en tout cas, c'est particulier, chaque personne a ses goûts et ses trips et ses triggers, comme dans tout dans le fond. On a toutes nos préférences. Donc c'est ça, Libramen ASMR. Si vous savez de quoi je parle ou si vous entendez le nom pour la première fois, mais vous l'avez déjà, vous vivez le phénomène d'ASMR, je vous invite à aller voir mon channel et le channel de tout autre créateur ASMR YouTube. Il y en a beaucoup. Donc voilà la petite parenthèse. Je dis petite parenthèse, même si j'ai nommé le podcast comme ça, mais c'est ça l'ASMR, c'est ce phénomène bizarre qui porte un nom et qui comporte des gens bizarres. Ah là 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 là. Bon, je suis allé au cinéma aujourd'hui. Je voulais y aller hier. Malheureusement, au départ, je voulais aller voir le film Selfless avec Ryan Reynolds. Les cinémas dans mon coin ne l'avaient qu'en français. Donc j'ai décidé d'aller voir Pixel qui me tentait quand même. Mais je suis allé aujourd'hui parce qu'il sortait aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait hier pour compenser, j'ai visionné de nouveau Django. Et encore une fois, quel excellent film. Je sais pas s'il y a des amoureux de Monsieur Tarantino qui écoutent présentement. Moi, j'adore ses films et Django, à chaque fois, c'est excellent. D'ailleurs, dans ma carrière, dans mon futur, j'aimerais vraiment un jour pouvoir dire que j'ai tourné dans un film de Tarantino. C'est quelque chose qui me ferait très plaisir. Mais Django, ouais, toujours un excellent film, même si c'est de la fiction, quand même une critique de certains phénomènes sociaux qui existaient à cette époque-là. Et encore une fois, quoi dire de ce cher Christoph Waltz, l'acteur allemand, mais qui a sa nationalité autrichienne depuis 2010, mais qui est né et qui a vécu toute sa vie en Autriche, donc à Vienne. Cet acteur-là est incroyable. Ça fait quand même longtemps qu'il est comédien, mais c'est ce que j'aime avec le milieu, c'est que les gens qui disent il est trop tard, il est jamais trop tard, même si lui en fait depuis longtemps, il a atteint la
renommée internationale dans Inglourious Bastard, justement, de Monsieur Tarantino. Puis il était quand même dans la cinquantaine. Si on regarde Monsieur Valls est né en 1956, et si on regarde Inglourious Basterds, c'est en 2009. Donc quand même dans la cinquantaine qui est venu à la renommée internationale. Même chose quand on regarde des acteurs comme Morgan Freeman, avec Miss Daisy et son chauffeur. C'est tous des acteurs qui ont connu le succès international, parce que des fois, faut pas oublier non plus qu'ils ont eu une carrière avant. C'est pas qu'ils existaient pas et qu'ils en vivaient pas nécessairement, mais qui sont venus dans l'œil du public mondial à un âge quand même, je vais pas dire avancé, je veux dire dans la cinquantaine, quand on est en santé, il en reste encore beaucoup, mais à un âge avancé, si on considère, des fois, les gens cherchent leur début de carrière dans la vingtaine, puis ça décolle pas toujours au moment où on voudrait. Donc Django, excellent film, et qui me fait penser à chaque fois à quel point, quand je vous parlais la semaine passée que j'ai une grande gueule et que j'ai toujours eu une tête de cochon, j'essaie de m'améliorer, mais j'ai toujours eu ce réflexe de vouloir avoir le dernier mot, qui est pas toujours bon. Pour ceux qui l'ont vu, je vais essayer de pas spoiler pour ceux qui ont pas vu Django, mais quand le personnage de Leonardo DiCaprio, au moment de conclure officiellement le deal pour la femme à Django, veut absolument sa poignée de main. Il tient à sa poignée de main et il dit ici, malgré tes papiers valent rien, les papiers qu'on vient de signer qui concluent la vente ne valent rien tant they worth shit, pardon, juste tant qu'on s'est pas serré la main. Bon, ouais, je me perdais dans mes mots encore une fois. Au début, le personnage de Christophe Waltz ne veut pas. Il dit non, moi je viens pas d'ici, puis il essaie de s'en aller. Mais Monsieur DiCaprio insiste pour lui serrer la main. Encore une fois, pour avoir le dernier mot. Et j'ai aimé, même si c'est un film, même si c'est exagéré, comment je trouve que dans la vie, c'est une bonne métaphore. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez qu'est-ce qui se passe tout de suite après. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à le découvrir. Mais ça finit mal. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait sa poignée de main. S'il avait laissé faire puis qu'il l'avait laissé partir, tout le monde serait lui, Faltz et Jamie Foxx qui jouaient Django seraient partis, puis tout aurait fini quand même relativement bien malgré la tension. Donc la belle métaphore qui montre que quand on essaie trop souvent d'avoir le dernier mot, des fois ça peut mal se terminer pour une niaiserie. Donc hier quand j'ai réécouté le film, j'ai porté une attention particulière à ça et ça m'a fait sourire quand même. Étant donné que ça me concerne quand même assez énormément. Donc Pixel, film produit par Adam Sandler et quelques autres coproducteurs, mais pourquoi je ne mentionne qu'Adam Sandler, c'est que c'est un film d'Adam Sandler. Je suis allé voir le film parce que l'idée à la base m'intéressait. Le concept d'extraterrestres qui interprète mal des capsules temporelles qu'on a envoyées dans l'espace pour laisser une trace, et qui pense que c'est une déclaration de guerre. Mais dans la capsule, il y a des jeux vidéo d'arcade des années 80. Alors eux, les extraterrestres, croyant une déclaration de guerre, envoient des ennemis sur la planète Terre pour nous détruire, inspirés des jeux vidéo qu'ils ont vus dans la capsule. Donc, je peux vous dire, j'ai pas vécu dans les années 80, mais j'ai quand même pu jouer dans ma jeunesse, dans les années 90, à plusieurs vieux jeux. Donc, c'est sûr, Pixel, l'affiche principale, on voit Pac-Man dessus. Donc, j'aimais le concept quand même. L'idée, bon, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est une idée qui piquait ma curiosité. Et c'est réalisé par Chris Columbus quand même, qui a entre autres réalisé les 2 premiers Home Alone, les 2 premiers Harry Potter, puis plusieurs autres films quand même que vous avez déjà vus, mais je me dis bon, ça va être intéressant. Je laissais une chance. Je peux pas dire que j'ai haï, mais je peux pas dire que j'ai adoré, parce que malheureusement, j'aime pas ça dire ça parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais c'est un autre film d'Adam Sandler. Adam Sandler est quelqu'un qui a fait beaucoup de comédies dans les années 90, début 2000, que j'aimais bien. Je trouvais que c'était je sais pas, j'ai toujours aimé le personnage. Bon, désolé pour le Harley. On va le laisser passer.
Vous voyez, ça c'est l'inconvénient de pas encore avoir un studio professionnel, mais on vit avec et on fait avec ce qu'on a sans se plaindre, on apprécie qu'est-ce qu'on a. Donc je reviens à ce que je disais avant que le Harley nous déconcentre. C'est un autre film d'Adam Sandler. J'espérais pouvoir dire bon, enfin il se renouvelle. Puis ça faisait quand même du bien de le voir lui et sa clique dans un milieu différent, parce que j'ai l'impression que les films d'Adam Sandler des dernières années se ressemblent tous. Malheureusement, malgré le concept qui était de bonne foi derrière le film, c'est un peu l'humour. Ce serait pas tout à fait le bon terme de dire pipi caca, mais c'est un peu l'humour plate fade qu'on voit dans les films d'Adam Sandler. Bon, le film, c'est vrai, je dois mentionner, on y voit Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan, Peter Dinklage, Josh Gad. Peter Dinklage étant, tant qu'à moi, le meilleur acteur dans le film, mais c'est ça, c'est, tu sais, on voit tout le temps Kevin James. Kevin James, c'est Kevin James dans tous les films. En plus, qui joue le rôle du président des États-Unis dans le film. On a un peu de misère à y croire. Je sais que c'est un film. Ils ont voulu amener l'humour là-dedans, mais il y a des choses énormément absurdes qui se passent avec le président. Je suis conscient que c'est quand même un film, mais je veux dire, c'est Kevin James, puis il fait la même chose dans tous les films, puis les mêmes... Tu sais, là, la fameuse petite danse de Kevin James là qu'on voit dans plusieurs films, il la refait encore. Donc, je sais pas, ça m'a déçu un peu. Après, j'ai quand même apprécié les références à la pop culture des années 80. C'était intéressant. Les effets spéciaux, bon, c'est sûr, c'est des monstres en pixels, c'est pas... J'imagine que c'est pas ce qu'il y a de plus demandant, mais je veux dire, c'était quand même bien fait à ce niveau-là. Mais bon, c'est ça, c'est l'histoire un peu qui commençait bien, mais le développement laisse un peu à désirer. C'est ça, c'est dommage, mais j'ai l'impression que Adam Sandler est tellement rendu... je sais pas, il déborde d'argent et de projets, puis j'ai l'impression qu'il met pas tant d'efforts dans ce qu'il fait. Peut-être que je me trompe. Si j'avais l'occasion de l'avoir en invité dans mon studio pour mon podcast et pourrait nous en parler, ça me ferait très grand plaisir, mais on n'est pas encore rendu là, éventuellement. Donc c'est ça, Pixel, je vous dirais peut-être un bon DVD. En cinéma, c'est à votre guise, mais avoir pu aller voir Selfless à la plage, même si je peux pas le juger présentement, mais c'est sûr que c'est ce que je serais allé voir. Mais je dois quand même dire que bon, c'est toujours plaisant de regarder Michelle Monaghan, mais quelle belle femme. Donc voilà pour Pixel. Si vous êtes allé le voir ou si vous prévoyez aller le voir, n'hésitez pas à me laisser en commentaire dans la vidéo YouTube du podcast ou sur Facebook qu'est-ce que vous en avez pensé pour en discuter, ça va toujours me faire plaisir. Prochain sujet qui concerne un gros projet personnel. Je suis pas rendu encore très loin dans le développement, mais je compte bien mettre toute mon énergie là-dessus. Il y a un des premiers films que j'aimerais produire. Vous voyez, moi, pour l'instant, j'écris pas. J'ai déjà écrit, mais je suis pas porté vers l'écriture, pas pour un script ou un scénario, en tout cas. Mais pour produire un film, ça en prend un. Et moi, je lis beaucoup, donc je me dis, je vais aller chercher mes scénarios dans les lectures que je fais. C'est de partager, de mettre à l'écran des histoires qui, moi, m'ont inspiré en livre. C'est de partager ce qui un jour a eu un impact positif dans ma vie. Et pour commencer, il y a un livre qui m'intéresse beaucoup, qui est écrit de la main d'un Québécois, c'est Chercher le vent, de Guillaume Vigneault. Ce livre-là, si je me trompe pas, c'était une lecture obligatoire en secondaire 4. Les lectures obligatoires du secondaire, je dois dire qu'à 70% des cas, c'était pas des lectures que j'ai beaucoup appréciées parce que j'avais un style, j'avais une préférence complètement différente. J'ai beaucoup lu de fantastique, de l'aventure, de la fiction pour adolescents, bon, on va dire ça comme ça. Donc les lectures obligatoires d'école souvent m'ennuyaient, je les lisais, mais j'avais de la difficulté à embarquer tandis que quand j'ai un bon livre, j'embarque quand même rapidement. Mais Chercher le vent a été un des premiers livres québécois que j'ai lu, que j'ai vraiment aimé. Qui est c'est
Jack, qui est un ancien, dans le fond, c'était un photographe, un pilote de brousse, c'est-à-dire à la base, mais qui faisait de la photographie, qui avait quand même un certain talent pour ça. Il a réussi à exposer jusqu'à un certain degré dans sa vie. Il a commencé à y croire que peut-être la gloire de la photographie était pour lui. Il exposait à New York, tout ça. Et pour plusieurs raisons, sa vie va en downhill. Après, avec sa femme, avec sa job et avec un peu tout. Et là, toutes ces infos-là, on les voit en flashback dans le livre, là, quand il raconte un peu le backstory, mais le film, en gros, il va chercher son ex-beau-frère qui s'est fait arrêter encore parce que c'est un gars un peu turbulent, mais qui apprend jamais, puis rien ne l'affecte. Et ils partent en road trip aux États-Unis, ils partent vers le Maine, et c'est toute leur péripétie, l'introspection que Jack, le personnage principal qui fait la narration du livre, qu'il fait sur lui-même, c'est d'où il vient, où il s'en va. Il est un peu perdu, il a 36 ans, mais il a l'impression d'avoir atteint le fond de ce qui pouvait lui arriver. Donc il part en road trip qui va lui faire du bien, puis il arrive plusieurs choses sur le chemin. Je veux pas trop en dire, mais c'est un livre qui, moi, m'avait beaucoup inspiré pour plusieurs raisons. Puis justement, je l'ai lu en secondaire 4, quand j'avais 19 ans, avec mon ami d'enfance. On est parti dans ma vieille Nova, Chevrolet Nova 86. On a traversé le pays pour faire un road trip vers l'Ouest canadien. On a vécu dans la vallée de l'Okanagan pendant 1 mois et demi. Après ça, on a descendu aux États-Unis. Bon, on a fait tout le tour. Et bon, c'est ça. Ça fait partie de mes inspirations. Parmi d'autres histoires, il y a quelques films qui m'ont inspiré aussi avant mon road trip de 2012, mais ce livre-là a beaucoup aidé. Et ce qui est drôle, comme j'ai expliqué, comme je vais vous expliquer dans quelques instants, dans le livre, il fait son road trip avec sa vieille Buick Regal. L'année n'est pas spécifiée, mais on sait que c'est une vieille Buick Regal, et le livre a été écrit en 2002. J'ai d'ailleurs un livre qui a gagné des prix littéraires. Mais tout ça pour dire, ma Nova 86, ça faisait 1 an que je l'avais quand on a décollé pour le road trip. Et quand j'étais là-bas, après une longue bataille contre les Rocheuses, et quand même, on doit le dire, plusieurs milliers de kilomètres pour nous faire traverser d'est en ouest, on a eu le temps de vivre dans le Okanagan 1 mois. On était sur le point de partir pour les États-Unis, et le moteur a commencé à me lâcher. Les réparations, ça aurait été trop d'argent pour ce que c'était. Donc j'ai envoyé la voiture à la scrap et on s'est magasiné en une journée une autre voiture. Et qu'est-ce qu'on s'est pris? Une Buick Regal 92, rouge dehors, rouge en dedans, avec banquette en arrière, banquette en avant. C'était quand même spacieux, merveilleux. On a eu du fun quand même avec cette auto-là aussi, mais c'était quand même drôle. Des fois, les coïncidences, comme ma mère dit, rien n'arrive pour rien. J'ai quand même fait un trip avec une vieille Regal aux États-Unis, un peu comme dans le livre. Donc pourquoi je vous parle de ça, c'est que c'est un film que j'aimerais produire. Alors la semaine passée, j'ai envoyé un email, j'ai réussi à trouver, c'est peut-être pas très difficile, mais j'ai trouvé l'adresse de Monsieur Guillaume Vigneault, qui d'ailleurs, c'est un addon, mais se trouve à être, si mes sources sont bonnes, le fils à Monsieur Gilles Vigneault. Et je lui ai envoyé un message. J'ai raconté un peu mon histoire en de plus beaux mots et peut-être un peu plus concis que ce que je viens de vous dire, mais quand j'ai découvert son livre, qu'est-ce que ça m'a inspiré, l'histoire de la Régale, pourquoi je veux être producteur, et je lui ai dit que son livre est un film que j'aimerais beaucoup adapter. Donc je lui ai demandé s'il y avait un intérêt quelconque dans une adaptation cinématographique, et en fait non, c'est juste ça. S'il y avait un intérêt quelconque, parce que moi, l'idée d'acheter les droits et de le produire m'intéressait énormément. Donc il m'a répondu quand même rapidement. Je pense que j'envoyais le message le vendredi. Le lundi, il m'a envoyé une belle réponse. Et grosso modo, si je vous résume sa réponse, il me disait que il y a déjà eu 2 tentatives d'adaptation de Chercher le vent. Et les 2 fois, ça l'a échoué. Il me disait une fois en raison de certains éléments intrinsèques à l'histoire, mais une autre fois en raison de certaines personnes impliquées dans le projet. Il mentionnait que le meilleur interlocuteur serait son éditeur, mais que si et quand le projet prend forme,
il est intéressé à en discuter plus longuement avec moi. Donc c'est quand même bon. Moi, ça m'a donné un boost de joie et de motivation. Si je réussis à mettre le projet sur pied, j'ai l'auteur qui est intéressé à travailler avec moi, ou en tout cas du moins d'en parler. Et d'ailleurs, l'auteur a quand même travaillé avec la compagnie de production GoFilm en tant que scénariste. Donc, il est habitué, en fait, de ce que j'en sais, c'est sûr que j'ai hâte de lui parler plus longuement, mais il sait quand même où il s'en va avec un scénario. Donc, ça pourrait être très intéressant. Je me penche là-dessus. Je vous en dis pas plus pour l'instant, étant donné qu'il n'y en a pas plus à dire. Quand il y aura du développement, ça me fera plaisir de le partager, mais j'avais envie déjà juste de partager ce stade-là. Jusqu'à date, c'est le plus loin que je sois allé, même si on est encore qu'au début. Donc, on va essayer de mettre ça sur pied et de faire la première production, parce qu'ils le disent tout le temps. C'est juste de faire le premier pas. Une fois que le premier pas est fait, le reste suit. Puis si je reviens à Kevin Smith la semaine passée, quand je vous parlais de lui, c'est-à-dire que sa sœur lui disait, t'es juste un réalisateur qui n'a pas encore réalisé, je suis un producteur qui n'a pas encore produit. Et c'est vrai, j'ai aussi mentionné à Monsieur Vigneault, je ne veux pas produire un film juste pour produire. Je fais pas des films juste pour faire des films. C'est vraiment les histoires, comme je disais tantôt, qui m'inspirent. C'est vraiment, je veux partager avec les gens des histoires qui peuvent leur donner espoir dans leur projet. Donc, c'est ça. Voyons où tout cela nous mène et travaillons dur. Alors, voici pour la lettre de Guillaume Vigneault. Et d'ailleurs, le monde est petit parce qu'au travail, j'ai un collègue qui me disait, bon, ça fait plusieurs années, mais il y a longtemps, il voyait, pendant un été de temps, il allait souvent dans un bar en particulier où Guillaume Vigneault jouait avec son groupe de musique. Il faisait partie d'un groupe qui jouait à cet endroit-là. Puis quand il avait fini, il était autour de la table, puis il pouvait discuter avec. Donc c'est drôle comment le monde est vraiment petit des fois, même si ce fut le temps d'un été seulement, et il y a de cela quand même plusieurs années. Le monde est quand même petit, ça aurait pu être n'importe quel livre de n'importe quel autre auteur. Ça tombe sur quelqu'un que quand j'en parle à mon collègue qu'on partage un peu les mêmes intérêts, qui lui a déjà parlé. Donc bon, c'est juste ça. C'est un autre truc qui me fait sourire, une autre coïncidence. Alors, parlant de road trip, je suis en vacances les 2 dernières semaines du mois d'août. Et j'hésitais, j'aurais bien aimé aller voir mes amis en Allemagne, mais c'est sûr que c'est un peu plus cher. Il faut faire des choix, donc je risque de plus me faire un petit road trip aux États-Unis, aller à New York, essayer d'assister à un enregistrement du Tonight Show avec Jimmy Fallon. Ensuite de ça, c'est sûr, tant qu'à être à New York, je vais descendre au New Jersey, à Red Bank, pour aller au Jay and Silent Bob's Secret Stash, le magasin de bande dessinée de Kevin Smith, juste pour aller me chercher une figurine exclusive. Puis, peut-être rencontrer ses amis aussi qui travaillent là-bas. Puis ensuite revenir, peut-être passer par Boston, un truc comme ça. Ou en fait, j'ai pas encore planifié, mais peut-être faire Red Bank, ensuite remonter vers New York, remonter vers Boston, revenir. J'étais en train de réfléchir à tout ça, mais ça va être le projet pour la fin du mois d'août. Et finalement, concernant le channel sur lequel je mets mon podcast du Fringe Show, je vous annonce en primeur qu'il y aura une expansion. Je suis un avide collectionneur. J'ai toujours aimé collectionner. Quand j'étais tout petit, ça m'était maladif, puis c'était pas pour les bonnes choses. Je gardais tout. J'étais pas capable de rien jeter. Mes billets de cinéma, mes billets d'autobus, mes bracelets d'admission, de spectacle. Tout était gardé. Ça en était maladif. Ce n'est plus le cas maintenant, heureusement. Mais j'aime collectionner. Mes livres, mes DVD, mes bandes dessinées, même si j'en ai pas encore autant que je voudrais, faudrait d'ailleurs que j'aille m'en acheter d'autres. Et depuis tout récemment, des figures. Je dis tout récemment. J'ai gardé mes Megazords de Power Rangers qui datent de mon enfance. Je les ai gardés, sauf un, le premier que j'ai eu quand j'ai eu 4 ans, je pense, 4 ou 5 ans. Puis ça turbo Megazord, celui de l'émission. Ça me fait un peu sué parce que je pense l'avoir prêté à quelqu'un pour un projet d'école il y a plusieurs années, puis je l'ai jamais revu. Mais j'ai gardé tous les autres et j'ai commencé à collectionner des figurines. Et j'aime beaucoup regarder des reviews de figurines sur YouTube. J'avais envie de faire un channel de review, mais j'ai décidé que j'allais le mettre dans le channel du Fringe Show. Je vais mettre ma première d'ailleurs cette semaine. Parce que, bon, je trouve que ça va quand même bien avec les sujets abordés dans le Fringe Show. C'est le côté geek. Et là,
ce qui me dérangeait un peu au début, c'est, bon, est-ce que je le fais en français ou en anglais? Parce que si je le fais en anglais, je ne le mettrai pas dans le même channel que le French Show. Si je le fais en français, oui, mais bon, c'est pas la même auditoire, pis tout ça. Et jusqu'à temps que je réalise, bon, premièrement, le cœur me dit de le faire en français. Y a pas de raison précise, mais j'écoute mon instinct le plus souvent et ça paye régulièrement. Mais aussi, c'est que j'ai réalisé, il y en a pas beaucoup en français sur YouTube, des reviews, à moins que je tape pas la bonne chose, mais action figure reviews, il y en a plein. En français, vraiment pas beaucoup. Donc, je vais essayer de faire quelque chose qui a de l'allure, un review intéressant, pas trop long, sur chacune des figurines que j'achèterai. Pour l'instant, je vais essayer d'en faire une par semaine. Ce qui est sûr, c'est 2 par mois. Je vais essayer d'en faire une par semaine. C'est sûr, des figurines, bon, il y en a des moins chères que d'autres, mais c'est quand même une passion qui a ses coûts. Mais une par semaine, ça devrait être quand même raisonnable. On va essayer. J'en promets 2 pour l'instant, en espérant pouvoir en faire une. Et c'est sûr que si un jour ça grossit, que je réussis à aller me chercher des sponsors puis me faire envoyer des figurines, ben j'en ferai plus. Ça serait merveilleux, ça serait cool, mais pour l'instant, on va commencer avec ce qu'on a. Donc restez tunés, restez à l'affût parce que dans les prochains jours, la première review sortira. Il y aura un peu de modification dans le channel aussi. Le French Show reste dans le channel en tant que le French Show, mais le channel risque de devenir le French Channel dans lequel on retrouve le French Show et les reviews et autres choses éventuellement. Là, si des gens se demandent, moi, mais channel francophone, t'arrêtes pas de dire channel en anglais. Bon, premièrement, c'est parce que je trouve que ça se dit mieux en anglais que canal ou que post ou bref, j'aime bien channel. Et on est au Québec, je suis une personne bilingue dans une province bilingue, dans un pays bilingue. Alors, mon channel ne fait que représenter cet ensemble-là. Alors, on va faire quelques modifications, mais en gros, ça va tout se retrouver à la même place. Et j'espère que vous aimez ça. Si vous êtes des fanatiques des figurines, je vous invite à vous abonner pour ne pas en manquer une, me dire ce que vous pensez de ce que je fais, parler de figurines tout simplement. Et même si vous n'êtes pas des amateurs de figurines, juste pour le podcast, je vous invite encore une fois à vous abonner à mon channel YouTube. Vous allez pas en manquer un, même si je partage sur Facebook, ça donne toujours l'opportunité de ne rien manquer. Alors, voyons, tout cela nous mène encore une fois. Et sur ces beaux mots, je vous remercie d'avoir pris une demi-heure de votre temps pour m'écouter. Et on se revoit à la 3e émission. Salut tout le monde, passez une excellente journée et une excellente fin de semaine. Bye bye.